Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir, comme les autres soirs d'ailleurs, c'est la preuve du succès que rencontre cette semaine du cerveau. Alors, soit vous êtes passionné par les questions liées au cerveau, soit alors vous êtes comme moi, un jeune parent, plongé dans des abîmes de perplexité face à un petit être qui débarque dans votre vie et avec lequel vous essayez d'interagir, et au début, ce n'est pas toujours facile. On a souvent parlé du cerveau agissant. Pendant toute cette semaine, on parle plutôt du cerveau interagissant. Et s'il interagit dans une liaison extrêmement importante qui est celle des parents avec leur enfant. On verra tour à tour quels sont les différents modes d'interaction, comment le cerveau, qui est un organe fait de neurones, va s'adapter, va tout d'un coup apprendre de cette relation jusqu'à former un adulte qui aura un caractère bien défini et qui interagira avec les autres selon ce qu'il aura appris avec ses parents. Mais aussi, on verra comment, certaines fois, ce mode peut mal se dérouler parce que, tout d'un coup, pendant la grossesse, la mère a connu un stress particulier, ou alors, pendant les premiers mois de la relation parent-enfant, il y a eu un stress entre les enfants et les parents. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps, le plus important c'est de passer la parole aux spécialistes. Le premier de ces spécialistes s'appelle Pascal Vertica. Je suis absolument désolé de mal prononcer votre nom et de ne pas faire honneur à vos origines tchèques. Ah non, c'est Monsieur Dayer, excusez-moi. Désolé. Alors ça, je sais prononcer, il n'y a pas de souci, je pense que c'est effectivement. Alexandre Dayer, donc, qui est professeur assistant au département de psychiatrie générale des hôpitaux universitaires de Genève. Il est aussi affilié au département des neurosciences fondamentales de la faculté de médecine de Genève. Je ne vais pas vous faire tout son curriculum, il est juste absolument immense, comme celui des autres d'ailleurs, mais simplement plutôt vous dire qu'il va nous parler ce soir du comportement parental et des mécanismes cellulaires. Donc effectivement, dans une relation, on voit surtout le comportement, l'interaction entre les enfants et les parents, mais tout ça naît au niveau cellulaire, au niveau des neurones, et c'est ce dont va nous entretenir maintenant le professeur Dayer. Voilà, alors merci pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous voyez bien les images de neurones ici sur l'écran. Alors, c'est un plaisir pour moi ce soir de partager en fait avec vous quelques réflexions en fait sur les expériences précoces et sur leur rôle en fait dans la régulation de différents systèmes physiologiques dans le cerveau, dont les émotions et le stress. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aborder cette thématique en vous présentant des études humaines, mais de mettre en parallèle ces études humaines avec des données issues du champ de la neurobiologie, où on peut, grâce à des études expérimentales, comprendre un tout petit peu mieux les mécanismes cellulaires et moléculaires qui sont sous-jacents à cette thématique. Alors, tout commence lors de la grossesse et la question que je voudrais vraiment traiter ce soir pourrait être résumée de la façon suivante. Est-ce que des expériences précoces, des stress précoces qui surviennent tôt dans le développement de la personne, c'est-à-dire dans l'enfance, la petite enfance, voire même la grossesse, est-ce que ces expériences précoces peuvent influencer ou moduler de façon durable les systèmes physiologiques qui sont impliqués dans la régulation des émotions ou du stress? En d'autres mots, est-ce qu'on peut, avec ces expériences précoces, voir des effets à long terme sur le devenir de l'individu? Et je vous propose d'approcher cette question évidemment centrale et extrêmement complexe en vous proposant un modèle qui a une consonance biologique et où, dans ma discipline, on parle beaucoup d'interaction entre gènes, facteurs génétiques, et justement ces expériences précoces qui sont conçues comme des facteurs environnementaux. Et en fait, dans ce modèle, on propose que des stress précoces vont interagir avec des gènes pour modifier, si vous voulez, la formation, l'assemblage et la plasticité des circuits cérébraux.
Donc le premier concept, c'est vraiment ce concept de neurodéveloppement cérébral. Et puis, suite à ces modifications dans la formation de ces circuits cérébraux, on va finalement aboutir à un cerveau qui va réagir différemment face à des stresseurs internes ou externes. Et puis, on pourra se retrouver, très schématiquement évidemment, à l'âge adulte ou plus tard dans le développement, avec une situation de vulnérabilité au stress, d'un côté, ou bien, c'est un terme qu'on emploie beaucoup ces derniers temps, de résilience au stress. Et évidemment, cela va avoir un impact très important dans la vie de l'individu et dans la santé psychique de l'individu. Alors, j'aimerais pouvoir, en fait, vous proposer vraiment de visualiser en temps réel ce que c'est la formation de ces circuits cérébraux, puisque aujourd'hui, on peut les étudier dans le laboratoire. Et je vais vous proposer ici de visualiser un film que nous avons réalisé dans mon laboratoire au CMU et où vous allez voir en fait des jeunes neurones qui sont précisément dans ce processus de formation de ces circuits cérébraux pendant le développement. Évidemment, la construction du cerveau est une affaire extrêmement complexe qui implique de multiples gènes et de multiples facteurs environnementaux. Et très schématiquement, on voit dans la formation de ces circuits des neurones dits excitateurs ou des neurones dits inhibiteurs. Et ici, vous voyez très schématiquement la représentation de ces réseaux neuronaux où vous voyez en fait des neurones verts et des neurones rouges. Les neurones rouges étant les neurones excitateurs qui vont se connecter progressivement pendant le développement cérébral, tout au long de ce développement cérébral, et former ces réseaux. Et vous voyez donc ici ces neurones qui sont en mouvement dans ce film, où vous pouvez visualiser finalement une chorégraphie neuronale, où vous voyez qu'il y a tout un ensemble de mouvements extrêmement complexes, et cela peut vous permettre de vraiment vous réalisez à quel point, au niveau cellulaire, c'est un processus extrêmement complexe et on commence à pouvoir étudier en fait les règles qui régissent la construction de ces réseaux cérébraux qui sont finalement à la base de notre fonctionnement cérébral en tant qu'adulte. Alors, comme je vous ai dit, il s'agit d'interactions complexes entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux précoces. Je vais vous proposer ce soir d'étudier un facteur génétique parmi tant d'autres, qui a fait l'objet de beaucoup d'études ces 10 dernières années dans le champ des neurosciences psychiatriques. Et il s'agit d'un facteur génétique qui est le gène du transporteur à la sérotonine, dont vous avez peut-être beaucoup entendu dans la presse. Et vous voyez ici une image de ce cerveau en développement avec justement ces neurones qui sont en train d'établir ces circuits. Et vous voyez ici en bleu ce gène qui est exprimé dans ce tissu cérébral et qui est ce gène du transporteur à la sérotonine. Et il existe des variants dans la population générale, des variants communs où on a pu distinguer un variant génétique appelé l'allèle S pour l'allèle court, pour short en anglais, et l'allèle long qui est un autre allèle pour ce transporteur à la sérotonine. Alors, comment est-ce qu'on a étudié ça chez l'homme? Alors, je vais vous proposer ici de regarder avec moi 2 études, parmi de nombreuses études qui existent actuellement dans la littérature médicale, pour en fait vous démontrer le concept qu'il y a derrière, disons, ces études gène-environnement. Dans cette première étude, donc ces 2 études récentes qui ont été publiées, dans cette première étude, vous voyez ici qu'on s'est intéressé à l'anxiété de la mère pendant la grossesse. Et on a pu, à l'aide d'échelles, quantifier en fait le niveau d'anxiété pendant la grossesse et classer en fait les mères dans des groupes à bas anxiété pendant la grossesse et un groupe où l'anxiété était plus élevée. Et puis sur cet axe ici, on a pu observer les bébés de ces mamans et regarder pendant la première année de vie l'émotionnalité, c'est l'un des paramètres qui a été choisi,
l'émotionnalité, donc la régulation émotionnelle de ces bébés. Et puis, on s'est intéressé de regarder, et ici vous voyez dans ces lignes bleues, vertes et rouges, le génotype, c'est-à-dire si les bébés étaient porteurs de cet allèle S, SL ou LL. On a ces trois possibilités. Et ce qu'on a pu observer, c'est que dans une condition où l'anxiété était basse, vous n'avez pas d'effet du facteur génétique. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune différence qui est observée au niveau de l'émotionnalité. Ce qui est intéressant dans cette étude, et c'est un exemple, il faut prendre une preuve du concept, dans un contexte d'anxiété haute, vous voyez qu'on distingue une différence si le bébé est porteur de l'allèle SS, SL ou LL, et vous voyez qu'on a une régulation différentielle de cette émotionnalité. Ce que ça nous dit, c'est que l'environnement va révéler finalement un génotype, un allèle, et qu'en fait, on est en présence vraiment d'une interaction entre l'environnement auquel le bébé est soumis, le fœtus est soumis pendant la grossesse, et son génotype. Un deuxième exemple que j'ai choisi de vous montrer, c'est aussi une étude récente où on s'est intéressé à regarder non pas l'anxiété pendant la grossesse, mais un autre paramètre qui est l'attachement maternel. Alors, on va beaucoup en parler ce soir. On peut quantifier, si vous voulez, le degré d'attachement maternel en regardant comment un enfant réagit à la séparation, des brèves séparations, aux environs de 15 mois, ça a été fait, et on peut distinguer des attachements dits sécurisés, où l'enfant, le nourrisson, va se sentir en sécurité, ici, et dans ce cas ici, où l'attachement va être dit insécure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a étudié ici l'autorégulation émotionnelle de ces nourrissons, ce qui est un paramètre très important, comment ces nourrissons entre 2 et 4 ans vont réagir à la frustration et vont exprimer leurs émotions. Et vous voyez que lorsque l'attachement avec la mère est dit sécure, à nouveau, comme dans le cas de la basse anxiété, on ne voit pas de différence du génotype, si vous voulez. Ici, c'est la courbe des SL et ici des SS. Il n'y a pas de différence dans le facteur génétique et la différence apparaît dans un contexte donné lorsque l'attachement est dit insécure. C'est un deuxième exemple qui vous montre vraiment que le facteur génétique va être révélé en fonction de l'environnement. Et c'est donc un autre nouvel exemple d'interaction gène-environnement. Il faut prendre ces deux exemples-là uniquement comme des exemples. C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'études qui commencent à investiguer ça, et il y a de multiples gènes qui vont interagir avec les autres gènes. Donc, je ne veux pas vous laisser avec l'impression que ce facteur génétique est déterminant, mais ça doit servir comme des démonstrations d'un concept. Alors, je vous ai parlé du comportement maternel à travers cet attachement sécure ou non sécure, et les neurobiologistes ont décidé en laboratoire d'étudier ce comportement maternel de façon extrêmement précise pour pouvoir vraiment identifier, disons, l'impact de ce comportement maternel et uniquement du comportement maternel. Et cela peut être fait chez des animaux de laboratoire, chez des rats, où on peut en fait sélectionner, en regardant le comportement de ces rats, des mamans rats qui ont un haut niveau de maternage et des mamans rats qui naturellement auront un bas niveau de maternage. Et vous voyez donc ici, c'est des travaux qui ont été faits ces 10 dernières années, vous voyez ici qu'on peut, après la naissance de ces bébés rats, vraiment quantifier le degré, jour après jour, le degré de maternage qui se quantifie en regardant et en observant le degré de léchage de la maman vis-à-vis des petits, de nettoyage, et on peut distinguer donc ces différents types de mamans. Et ce qui est intéressant évidemment dans ces études longitudinales qu'on peut faire chez ces animaux, c'est qu'on peut regarder le devenir de la progéniture, ce qui est évidemment extrêmement difficile à faire dans des études humaines où les études longitudinales sont beaucoup plus complexes et impliquent de nombreux facteurs qu'on ne contrôle pas. Et donc ça a été fait. On a pu isoler donc,
le comportement maternel en étudiant ces deux groupes, et on s'est intéressé à regarder la réactivité au stress des bébés devenus adultes. Et ce qu'on s'est aperçu dans ces études, et ici c'est un exemple, on a pu mesurer cette réactivité au stress en mesurant une hormone du stress qui s'appelle le cortisol, et on s'est aperçu que les bébés rats devenus grands avaient, lorsqu'ils étaient en contexte de bas maternage, une réactivité au stress plus importante que les bébés rats qui étaient dans des conditions de haut maternage. Et vous voyez donc ces deux courbes qui sont différentes, et cela fait l'objet de publications importantes dans la communauté scientifique des neurobiologistes. Alors, si on schématise donc ce que je vous dis sur ces études de rats à haut niveau de maternage versus bas niveau de maternage, on peut schématiser les choses de la façon suivante. Vous avez une maman rat, qui est ici coloriée en gris, qui a un haut niveau de maternage et qui va s'occuper donc de façon intensive de ces petits bébés rats, et ces bébés rats arrivés à maturité, vont faire preuve d'une basse réactivité au stress et aussi d'une anxiété plus importante sur différents tests comportementaux. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que les filles issues de ces mamans à haut maternage vont tendance à imiter leur maman, dans le sens que les filles vont avoir des comportements maternels à haut niveau de maternage, dans cette lignée-là. Dans cette lignée ici, vous avez des femelles à bas niveau de maternage qui vont, si vous voulez, programmer leur progéniture à travers le comportement maternel pour donner lieu à des adultes qui auront un bas niveau, une haute réactivité au stress et une haute anxiété, mais où les filles vont avoir tendance à avoir le comportement maternel de leur maman. Jusque-là, vous pouvez me dire, à juste titre, que tout cela est de la génétique, que ce qui explique ces différentes lignées, c'est finalement un ensemble de facteurs génétiques et que le comportement maternel n'est pas la variable qui détermine ou qui agit sur le phénotype. Et généralement, dans les études humaines, on ne peut pas aller plus loin pour, disons, distinguer génétique d'un facteur environnemental. Par contre, grâce aux études animales, on peut faire une expérience qu'on ne peut pas faire dans les études humaines, qui est la suivante. C'est une expérience tout à fait intéressante où on peut en fait prendre des mamans à haut niveau de maternage, pardon, ici c'est à bas niveau de maternage, donc la maman en blanc, et puis confier ces bébés dans une étude d'adoption à des mamans à haut niveau de maternage. Donc en faisant cette expérience, vous excluez le patrimoine génétique, puisque finalement vous faites une étude d'adoption. Et dans ce contexte-là, vous allez étudier le devenir de ces bébés issus génétiquement d'une maman à bas niveau de maternage, et vous allez étudier leur devenir au niveau de la réactivité au stress et de la régulation émotionnelle. Et ce qu'il y a de tout à fait passionnant, c'est qu'en faisant ça, vous modifiez le phénotype. C'est-à-dire que vous transformez des bébés issus d'une maman à bas maternage en des adultes qui vont avoir plutôt le caractéristique phénotypique, si vous voulez, de la maman. Et l'expérience inverse peut être faite. Alors, je ne vous l'ai pas mise ici, mais on trouve la même chose en faisant l'expérience inverse, où vous prenez des mamans à haut niveau de maternage et vous les confiez à des mamans à bas niveau de maternage. Ces expériences sont très intéressantes, à mon sens, parce qu'elles démontrent une chose importante, c'est que le comportement maternel est vraiment déterminant dans la modulation, si vous voulez, dans la période précoce du phénotype. Mais ça va encore plus loin, puisque je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas seulement une programmation durable dans la réactivité au stress, mais il y avait également une notion de programmation du comportement maternel, puisque les filles avaient tendance à faire comme leur maman. Donc, si on suit cette logique ici, le comportement maternel de celles-ci, de ceux devenus adultes, va pouvoir lui-même agir sur leur descendance. Et vous avez un exemple d'une transmission d'un trait phénotypique qui n'est pas génomique, donc qui est non génomique. Et cette transmission transgénérationnelle, en fait, se fait par le vecteur
du comportement maternel. Et c'est vraiment, si vous voulez, une démonstration plus lamarckienne que darwinienne, et c'est très intéressant de pouvoir démontrer cela, à mon sens, dans le laboratoire. Alors, pour terminer, je crois que les messages que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui sont les suivants, c'est qu'il y a des interactions précoces gènes-environnement qui peuvent être démontrées dans les populations humaines et également dans des modèles animaux. Je vous ai donné l'exemple d'un gène parmi d'autres, et maintenant on étudie évidemment de nombreux autres gènes, en plus de ce transporteur à la sérotonine, que le comportement maternel peut modifier la réponse biologique de l'organisme face à un stress, ça c'est ce que je vous ai montré dans la deuxième partie, et surtout qu'il y a une possibilité d'une réversibilité du phénotype en fonction du comportement maternel. Alors, je crois qu'on peut, pour terminer, concevoir que ces interactions gènes-environnement agissent un peu comme des contraintes biologiques dans un système, donc, mais qu'il ne faut jamais oublier qu'il faut intégrer en fait ces contraintes biologiques dans le fonctionnement psychique humain, qui est évidemment extrêmement complexe et qui contient toute une série de représentations complexes qui sont changeantes, et qu'il faut pouvoir intégrer ces données-là d'interaction précoce dans un contexte plus large, et je pense que ça va être adressé par les conférenciers qui vont suivre. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Dayer. Je dois dire que je suis rassuré de constater que nous ne sommes pas que le produit de nos gènes, qu'il nous reste un tout petit peu de liberté, effectivement, grâce à l'interaction finalement entre les enfants et leur maman. C'est encore le sujet qui va nous préoccuper maintenant. On va surtout parler d'attachement. C'est évidemment très important, l'attachement, c'est-à-dire on apprend à s'attacher aux autres, le lien social. Ça se déroule prioritairement entre la mère et l'enfant. Et puis de cette relation précoce, les adultes, généralement, gardent quelque chose de très fort, c'est-à-dire que dans leurs interactions plus tard, d'adulte à adulte, ils gardent ce souvenir très inscrit en eux de la relation à la mère. En revanche, une chose qu'on ignore plutôt, c'est quels sont les mécanismes neuronaux qui sont à la base de ces comportements d'attachement chez les adultes. Et c'est justement la question que pose le docteur Pascal Vertica. Il est donc postdoctorant, il travaille au Centre des sciences affectives à l'Université de Genève. Peut-être juste un mot sur ce centre, c'est très intéressant parce que c'est un centre qui réunit plusieurs laboratoires autour de questions qui touchent au cerveau, bien évidemment, mais surtout qui réunit des laboratoires qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, c'est-à-dire qu'on y trouve aussi bien des neurobiologistes que des psychiatres, que des informaticiens, et tout ce monde essaie de travailler ensemble pour essayer d'adresser des questions qui concernent le cerveau. Donc la conférence ce soir du professeur Vertica s'appelle « Attachement parental et son influence sur le développement de l'enfant ». J'en dis pas plus, je vous laisse parler. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de vous pouvoir parler quelques minutes sur l'attachement parental et son influence sur le développement de l'enfant. Comme nous le savons tous depuis la conférence du mardi du professeur Jung, il y a des animaux dans lesquels il y a le comportement social est très importantement influencé par des molécules, par exemple la vasopressine et l'ocytocine, et aussi influencé par les gènes qui expriment les récepteurs pour ces protéines, par exemple. Donc on sait que chez ces animaux-là, par exemple, la concentration d'ocytocine ou la concentration du récepteur de l'ocytocine détermine si ces animaux sont plutôt sociables ou pas, ou s'ils sont plutôt monogames ou pas. En outre, nous savons aujourd'hui déjà que chez l'homme, les mêmes molécules sont présentes dans le cerveau et les mêmes gènes et les mêmes récepteurs sont aussi présents dans le cerveau. Donc on pourrait conclure de ça que notre comportement social est entièrement influencé par les gènes et les molécules. Pour moi, personnellement, c'est une théorie un peu effrayante parce que ça dirait que nous n'avons aucune influence sur notre comportement social. Nous ne pourrions pas dire devenir plus social que notre gène et les molécules nous le permettent. Mais heureusement, il y a des résultats plus récents qui disent qu'il y a quand même
une possibilité d'influencer tout ça, parce que même dans ces animaux, comme par exemple dans le campagnol de prairie, il y a des grandes différences interindividuelles. Ça veut dire qu'il y a des individus qui ont une grande concentration de l'ocytocine ou de leurs récepteurs dans certaines aires du cerveau. Il y a d'autres dans lesquels cette concentration est très très basse. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette concentration elle est dépendante des interactions précoces entre ces animaux quand ils étaient petits et leur mère. Donc dans les enfants où les mères étaient des bonnes mères, donc ils ont eu beaucoup d'interactions, la concentration de l'ocytocine, du récepteur de l'ocytocine est très augmentée. Et dans ces petits où la mère a pas, où l'interaction entre la mère et les petits était assez mauvaise, c'est ceux qui ont la plus basse concentration dans le cerveau de l'ocytocine et de leur récepteur. Ça veut donc dire que le comportement social de ces animaux n'est pas seulement influencé par des gènes et des molécules, mais par le développement, donc par l'interaction avec l'environnement. C'est ce qu'on vient d'apprendre de la présentation juste avant. Et c'est exactement ça ce qu'a repris la théorie de l'attachement chez l'humain. Donc cette théorie d'attachement est basée sur un modèle biologique, mais elle prédit que ces bases biologiques vont être modifiées par l'interaction des enfants avec leur mère. Et donc, je vais vous parler de cette théorie de l'attachement dans les minutes qui me restent de cette présentation. Alors, commençons avec nous poser la question, c'est quoi l'attachement chez l'humain? Donc, la définition de l'attachement, ça serait un lien affectif entre un individu et une figure d'attachement, en général une personne qui prend soin. Ça peut être la mère, ça peut être le père, ça peut être une autre personne si la mère et le père ne sont pas présentes. La fonction biologique de cet attachement est un accroissement de chances de survie de l'enfant par la recherche de proximité. Donc un nouveau-né ne peut pas survivre tout seul. Il doit chercher la proximité pour être nourri, pour être bien protégé. Donc cette fonction biologique de l'attachement est une fonction très importante. Elle assure la survie de notre espèce. Le corrélat psychologique de l'attachement est un sentiment de sécurité. Donc l'enfant ne va pas seulement survivre, mais il va se sentir sécurisé, il va avoir des émotions positives. Le type d'attachement d'une personne se développe donc très très tôt dans la vie, ça peut être pendant les premières semaines de la vie. Ce type d'attachement est déterminé par les interactions avec les figures d'attachement principales, donc la mère, le père, et peut-être aussi d'autres personnes si la mère et le père ne sont pas là. Et l'attachement représente une orientation fondamentale prosociale. Donc, normalement, l'attachement devrait inciter des interactions entre des individus. Regardons donc un peu plus précisément quels types d'attachements peuvent être créés dans les premières semaines de la vie. Si tout va bien, les enfants vont développer un type d'attachement sécure. Donc si la figure d'attachement répond de façon appropriée, rapide et cohérente aux besoins de ces enfants quand ils ont stressé, quand ils ont peur, quand ils ont faim, quand ils ont froid, l'enfant va apprendre que la recherche de proximité va le rassurer que c'est quelque chose de bien, d'essayer d'établir des relations sociales. Et il va donc, une fois, quand il grandit, aussi avoir des relations sociales normales et des capacités émotionnelles normales parce qu'il a appris ça d'une manière positive. Par contre, il y a aussi des types d'attachement insécures où la relation entre les enfants et la figure d'attachement s'établit d'une manière différente. Et là, on distingue entre deux types différents, soit l'attachement insécure évitant, soit l'attachement insécure anxieux. Pour l'attachement évitant, normalement, la figure d'attachement donne seulement peu ou pas de réponse à l'enfant stressé. Donc l'enfant apprend que la recherche de proximité, ça ne lui apporte pas grand-chose, ça peut même être une chose dangereuse, parce que cet enfant va être rejeté constamment. Donc cet enfant va développer des stratégies évitantes, donc il va plus chercher la proximité, il va plutôt essayer de se distancer socialement, ce qui peut enchaîner des troubles de la régulation des émotions plus tard. Je vais vous en parler dans quelques minutes.
Enfin, si la figure d'attachement montre une incohérence entre des réponses appropriées et d'autres négligentes, l'enfant va faire la même chose. Donc l'enfant va se comporter d'une façon ambivalente. Parfois, il va toujours chercher le contact avec la figure d'attachement, mais parce que cet enfant ne sait jamais si la figure d'attachement va répondre ou ne va pas répondre, il va aussi résister avec colère. Et ces enfants-là aussi vont développer des troubles de la régulation des émotions plus tard dans leur vie. On peut encore caractériser ces différents types d'attachement d'une manière un peu différente. On peut regarder comment ces enfants développent un modèle de soi et un modèle d'autrui. Donc si les enfants développent un style d'attachement sécure, ils vont avoir un modèle positif de soi et un modèle positif d'autrui. Donc ils vont avoir un bon estime de soi et ils vont faire confiance aux autres. Par contre, si un enfant développe un type d'attachement évitant, il va développer aussi un modèle négatif d'autrui, parce qu'il était toujours rejeté quand on avait besoin d'autres, et ils n'étaient jamais là pour le calmer, pour le rassurer. En plus, les enfants avec un type d'attachement évitant vont développer un modèle positif d'autrui, mais ça ne va pas être positif de soi, mais ça ne va pas être un modèle positif honnête, sincère. Ça va plutôt être un modèle positif pour augmenter l'estime de soi et pour créer des représentations de soi pour compenser tout ce modèle négatif d'autrui. Enfin, si un enfant développe un type d'attachement anxieux, il va développer aussi une représentation mentale négative de soi parce qu'il va avoir un estime très très bas de soi, parce qu'il ne sait jamais s'il peut en fait faire confiance à autrui ou pas. Il va toujours garder un modèle un peu positif d'autrui, parce que parfois, quand il cherche la proximité, la figure d'attachement va quand même répondre aux besoins. Donc il va toujours essayer de persister. Donc il va toujours voir quelque chose de positif dans autrui, même si dans beaucoup de conditions, l'autre personne ne va en fait pas être responsive. On sait aujourd'hui qu'une fois ces types d'attachements dans l'enfance se mettent en place, ils sont transmis à toutes les autres interactions sociales qu'on a au cours de la vie. Donc les amis à l'école, les amis à l'adolescence, et même sur le partenaire romantique si une fois par exemple va se marier. Et évidemment, si une personne se marie et a des enfants, cette personne va de nouveau transmettre son type d'attachement à son propre enfant. Donc on peut dire que c'est un circuit qui va se répéter, et ça ne va jamais finir. Si une personne va transmettre un attachement sécure, ça pose aucun problème, parce que c'est en fait très bien si on peut avoir des enfants avec un type d'attachement sécure. Mais si on va transmettre un attachement insécure, ça peut poser beaucoup de problèmes. Et c'est encore pire si on se rend compte que dans cette salle ici, il pourrait y avoir jusqu'à 50% de gens qui ont un attachement insécure. Donc il y a beaucoup d'études aux États-Unis et aussi en Europe qui ont démontré que la prévalence d'un attachement insécure peut être jusqu'à 50%. Et ça, je pense, c'est un nombre très très haut. En plus, il y a des troubles de la personnalité, comme le trouble de la personnalité borderline, qu'on sait aujourd'hui qu'ils sont influencés fortement par le type d'attachement de l'enfant, et ils sont présents plutôt dans les enfants avec un type d'attachement anxieux et évitant. Donc on peut aussi avoir les deux, une combinaison des deux attachements insécures. Il semble donc être très important de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le cerveau d'une personne qui a un type d'attachement insécure. Et parce qu'on ne peut pas vraiment faire ça chez les enfants, on va faire ça dans les adultes, parce que là, c'est beaucoup plus facile de faire de l'imagerie neuronale, cérébrale, par exemple. Et ça, c'est exactement ce que nous faisons depuis quelques années ici à Genève. Donc, d'une côté, nous mettons nos participants dans un scanner, donc dans une machine d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, où nous pouvons regarder dans le cerveau d'une personne vivante et regarder quelles régions du cerveau sont activées si ces personnes font des tâches émotionnelles ou sociales. Et on peut même comparer ça à des modèles animaux, comme par exemple dans les Compagnons de prairie dont vous avez entendu le mardi dernier.
Mais de l'autre côté, nous allons aussi évaluer le type d'attachement de nos participants par des questionnaires psychologiques. Et ça nous permet de faire un lien entre les activations que nous trouvons dans le cerveau et l'aspect développemental dans ces personnes qu'on met dans le scanner. Donc on peut se poser la question, quelles sont les bases neuronales de l'attachement chez les adultes sains? Et ce soir, je vais vous parler seulement de l'attachement évitant parce que les résultats qu'on a obtenus ici sont plus constants. Et je vais essayer de vous décrire ces résultats en posant la question pourquoi éviter les relations sociales. Donc on sait que les gens avec un attachement évitant évitent plutôt les relations sociales. Donc pourquoi? Ça sert à quelque chose ou normalement on ne devrait pas éviter les relations sociales. Donc pourquoi les gens avec un attachement évitant le font comme ça? Et là, je vais d'abord vous parler du modèle positif de soi. Donc, je vous ai dit que les gens avec un attachement évitant, ils développent un modèle positif de soi, mais ce modèle positif de soi n'est pas vraiment un modèle sincère. Donc, ils vont plutôt essayer d'augmenter leur estime de soi parce qu'ils ont tout ce modèle négatif d'autrui. Donc, ils ne peuvent pas être reconfirmés par des autres. Donc, ils essayent de booster un peu leur modèle positif de soi. Et là, nous avons fait une étude où nos participants dans le scanner, ils ont dû attribuer des adjectifs positifs ou négatifs, soit à moi, donc à soi-même, soit à une amie. Et là, nous avons trouvé que les participants avec un style d'attachement évitant élevé ont attribué des adjectifs positifs avec plus probablement à soi. Et nous avons trouvé dans un réseau cérébral des régions qui sont importantement impliquées dans la mentalisation, dans l'évaluation de soi et d'autrui, que le plus les gens étaient évitants, le plus ils ont eu l'activité là quand ils ont attribué des adjectifs positifs à soi. Donc nous avons trouvé une base neuronale pour ce modèle positif de soi dans les gens avec un attachement évitant. Donc avec ça, nous pouvons peut-être répondre à la question pourquoi éviter les relations sociales d'une manière suivante. Donc, comme je vous ai dit, chez les gens avec un attachement évitant, ce modèle positif de soi est plutôt une surestimation de soi et ça peut être lié à une ignorance des défauts personnels. Et si ces personnes maintenant sont dans des relations sociales intimes, il y a toujours un risque de révéler ces défauts. Et là, ils peuvent plus se cacher, donc autrui va leur poser des questions intimes, et là, ils peuvent peut-être être confrontés avec leurs défauts, et ça, ils ne veulent jamais montrer, parce qu'ils ne veulent pas que les autres voient qu'ils ne sont en fait pas tellement positifs comme ils le pensent. Donc ça pourrait être une première explication pourquoi les gens avec un modèle, avec un attachement évitant n'aiment pas beaucoup les interactions sociales. Je vais maintenant vous parler du modèle négatif d'autrui, qui est aussi caractéristique pour l'attachement évitant. Et pour investiguer cela, nous avons mis nos participants dans le scanner et ils ont joué un jeu. Et après chaque essai, ils ont vu un feedback qui était composé d'un visage et d'un mot. Donc, dans cette condition que vous voyez maintenant sur l'écran, les participants ont gagné, donc ils ont donné une bonne réponse et ils ont vu un visage qui souriait. Et ça représentait la récompense sociale. Donc, cette condition, quand ils voyaient ce feedback, c'était comme « oui, c'est bien fait, parfait, il faut continuer comme ça ». Donc, normalement, nous avons vu dans tous nos participants que pour cette condition-là, il y avait beaucoup d'activités dans le circuit de la récompense. Donc, c'était une expérience positive d'avoir gagné et de recevoir un feedback positif social. Donc, c'est ce qu'on s'attendait normalement dans nos participants. Par contre, si nous avons regardé dans cette région-là et aussi dans une autre région du réseau de la récompense, nous avons vu que le plus les participants étaient évitants, le moins ils ont montré cette réponse. Donc c'était comme que pour les gens avec un attachement évitant très très fort, le feedback positif d'autrui n'avait pas un effet positif sur eux. Donc ce n'était pas quelque chose qu'il aimait. Donc, comment ça peut nous servir à répondre à la question pourquoi éviter les relations sociales? Donc, comme je vous ai dit, les gens avec un attachement évitant, ils ont appris que les interactions sociales positives ne leur apportent pas grand-chose. Les interactions sociales, c'est plutôt quelque chose de négatif parce que ces gens-là, ils étaient plutôt rejetés quand ils étaient jeunes. Donc, ils ne peuvent pas vraiment interpréter d'une manière appropriée un feedback positif, même si normalement, ça devrait apporter des émotions positives.
Donc pour eux, être dans une situation sociale, même positive, a aucun effet positif, au moins sur le cerveau. Enfin, je veux encore vous montrer un résultat sur la régulation des émotions. Donc, je vous ai dit que les gens avec un attachement évitant, ils vont développer des troubles de la régulation des émotions, donc du contrôle volontaire de leurs émotions. Et là, nous avons mis nos participants dans le scanner de nouveau et nous leur avons montré des images émotionnelles. Et là, je vous montre des images plutôt négatives. Donc, c'est des images qui montrent des interactions sociales négatives. Et la théorie d'attachement, elle prédit que les gens avec un attachement évitant utilisent plutôt la suppression pour réguler leurs émotions. Donc, ce n'est pas vraiment une stratégie de régulation, c'est plutôt une stratégie pour éviter toute activation cérébrale qui est induite par ces émotions négatives. Et aussi, il essaie de ne pas montrer à l'extérieur, par exemple par des expressions faciales, qu'ils sont dans un état émotionnel négatif ou positif. Donc nous nous sommes posé la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ces gens évitants si on leur dit de ne pas utiliser la suppression? Est-ce qu'ils peuvent toujours bien gérer leurs émotions ou est-ce que ça va déclencher des réactions différentes? Et là, nous avons vu que le plus notre participant était évitant quand ils ont vu des images négatives sociales et ils étaient instruits de ne pas utiliser la suppression, ils ont eu beaucoup plus d'activité dans leur cerveau et plutôt dans les régions qui sont impliquées dans le conflit émotionnel, le conflit émotionnel, le conflit cognitif. Donc pour eux, c'était beaucoup plus difficile de gérer les émotions induites par des images sociales négatives quand ils étaient instruits de ne pas utiliser la suppression. Donc comment ça peut nous aider à expliquer de nouveau la question pourquoi éviter les relations sociales? Donc les gens avec un attachement évitant élevé, ils ont une difficulté à gérer les émotions, particulièrement dans un contexte social négatif, et ils deviennent hyper réactifs si la suppression ne marche pas ou s'ils ne peuvent pas utiliser la suppression. Donc normalement, ils essaient de supprimer, mais s'ils sont confrontés à une situation émotionnelle très très fortement négative, cette protection ne marche plus et ces gens deviennent très négatifs et très émotionnels. Et donc pour eux, ça devient très difficile de gérer leurs émotions. Pour finir, je veux faire un lien avec tout ça, ce que je vous ai dit, et la relation entre l'enfant et la mère. Donc ça, les résultats que je vous ai montrés, c'était chez des adultes sains, et les stimuli n'étaient pas vraiment des stimuli qui étaient liés aux enfants, c'est juste la perception, la régulation des émotions en général. Mais il y a une équipe aux États-Unis qui a fait des études qui se sont basées sur nos données. Et dans cette étude, ils ont montré à des mères qui ont eu un premier enfant, à 30 semaines après la naissance, des images de leur propre bébé. Et dans cette condition-là, ils ont montré des images de leur propre bébé avec une expression faciale souriante. Et ils ont démontré que dans les mères sécures, avec un type d'attachement sécure, il y avait beaucoup d'activités dans le réseau de la récompense, comme les mêmes régions un peu que nous avons trouvées auparavant, quand ils ont vu le bébé souriant. Mais dans les mères avec un type d'attachement évitant, ces réponses étaient beaucoup plus faibles. Donc ça veut dire que même dans les mères, quand ils voient leur enfant avec un sourire, il y a moins d'activation dans le circuit de la récompense. Et ça, je pense, c'est assez impressionnant. Le mot m'a échappé, désolé. Dans une autre condition, ils ont montré aux mêmes mères une image avec leur propre enfant, mais maintenant l'enfant qui a pleuré. Et là, dans les mères sécures, ils ont trouvé que même que ces mères ont vu leur enfant avec une expression négative, il y avait beaucoup d'activation dans le circuit de la récompense. Et de nouveau, cette activation était complètement absente dans les mères avec un type d'attachement évitant. Donc ça veut dire, normalement, si les mères voient leur propre enfant pleurer, ils montrent beaucoup d'empathie et ça déclenche beaucoup d'émotions positives et ils essayent de rassurer l'enfant. Mais chez les mères évitants, ça, c'était complètement absent. De plus, chez les mères avec un type d'attachement évitant, ce groupe-là a trouvé beaucoup d'activation dans l'insula, qui est une région qui est fortement activée quand on ressent des émotions négatives.
Ça veut dire les mères avec un type d'attachement évitant, quand ils ont vu leur propre enfant pleurer, ils n'ont pas pu réguler leurs émotions, ils ont eu beaucoup d'émotions négatives eux-mêmes. Et ça, c'est en fait pas une bonne chose parce que si, comme parent, on veut conforter un enfant, ça ne sert à rien si on commence aussi à pleurer ou si on commence à se sentir mal. Donc là, vous voyez vraiment que tous ces données que nous avons accueillies avec des stimuli sans bébé ont été reproduits dans des études qui ont utilisé des mères et leurs propres bébés. Donc pour conclure, je pense que c'est très utile de regarder dans le cerveau des adultes avec différents types d'attachements et de regarder comment ils gèrent leurs émotions, comment leur cerveau est activé quand ils voient des stimuli positifs sociaux, des stimuli négatifs sociaux, et comment ça s'est modulé par l'attachement. Parce que ultérieurement, ça pourrait nous servir à développer des stratégies d'intervention pour, dans le cas d'un attachement évitant, en fait, influencer la transmission d'un attachement insécure d'une génération à une autre. Et comme vous avez vu, il y a 50% de gens qui ont un attachement évitant ou un attachement anxieux. Je pense que c'est déjà bien de seulement sensibiliser un peu les adultes et leur dire regardez, vous pouvez avoir un attachement évitant et si vous ne rendez pas compte, vos enfants vont aussi avoir un attachement évitant. Donc je pense que c'est une bonne chose et il faut continuer parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui n'ont pas encore été investiguées. Je voudrais remercier Patrick Wem et David Sander qui m'ont beaucoup aidé avec ces études, tous mes collaborateurs, le Fonds national suisse qui a financé tout ça et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci infiniment, docteur. C'était passionnant. Je suis sûr qu'on est tous en train de se demander si on appartient plutôt aux insécures ou aux sécures. En tout cas, moi, ça fait 10 minutes que je suis en train de me poser la question. Je suis très inquiet. Le titre de la dernière conférence peut paraître un peu plus prosaïque que les autres. C'est « Mon enfant peut-il me rendre fou ?» C'est à se demander si on a vraiment besoin de répondre à la question. Il suffit d'avoir été avec un enfant à une caisse de la Migros, d'avoir assisté à son caprice pour avoir plus de nano, pour se dire non, il ne faut vraiment pas la peine de faire des recherches sur le sujet. Oui, il peut me rendre fou. En fait, c'est un sujet bien plus sérieux que nous propose Monsieur Daniel Schechter ce soir. Il est pédopsychiatre à l'hôpital universitaire de Genève et également aux États-Unis. Donc j'imagine que vous traversez assez souvent l'Atlantique. Et accessoirement, jusqu'ici, on a parlé de l'importance de l'apport des parents sur le développement neuronal et comportemental de l'enfant. Mais l'inverse, c'est une question qu'on pose moins souvent, mais est aussi vraie, c'est que l'attitude des enfants peut aussi avoir une influence sur le comportement des adultes et même une empreinte neuronale chez les adultes. C'est justement la question qu'a étudié M. Daniel Schechter, et je vous passe directement la parole. Merci beaucoup. Donc, merci et bonsoir. Et en fait, je pose la question, si mon enfant peut-il me rendre fou? Et vous voyez, il y a la possibilité. Ce magnifique échange, c'est le même enfant, implique un dialogue bidirectionnel qui renforce la relation mère-enfant, le développement du langage et les compétences sociales de l'enfant qui sont nécessaires pour les apprentissages futurs. Il avait 2 mois là, et c'est ma femme qui est ici aussi. Alors, ça fait pas partie de ma famille. Ici, on voit une mère fameuse et son fils, disons, diabolique dans la poussette. Et il y en a des troubles émotionnels qui sont caractérisés par une dérégulation importante de l'émotion et de l'excitation chez le parent qui ne permettent pas que le parent entre dans une mode mutuelle et affiliative. Si le parent est tellement stressé et sidéré, comme Rosemary ici, il pense plutôt à la survie. Dans cette situation-là, son état mental ne favorise pas qu'il perçoive correctement les signaux émotionnels de l'enfant et y répondent de manière sensible. Donc, un tel trouble émotionnel
c'est l'état de stress post-traumatique, le SPT ou en anglais PTSD, qui est lié à l'exposition à la violence interpersonnelle. Et dans les SPT, il y a une peur intense, l'impuissance et l'horreur qui le sujet associe à une expérience menaçante, sa vie et ou une expérience terrifiante qui se n'éteignent pas et ne sont pas contenues dans le temps ou l'espace. Les SPT, c'est caractérisé par des symptômes durables et invalidants, des reviviscences durables, manifestations d'évitement et de surexcitation. L'exposition à la violence interpersonnelle, y compris la violence domestique, la maltraitance, abus physiques et sexuels, constitue le plus souvent une expérience à la fois terrifiante et menaçante pour sa propre vie. Ici, on verra une scène de séparation qui fait partie d'une de nos études. Mais il faut dire que cette mère qu'on va voir constate qu'elle observe le même comportement qu'on verra ici de ce garçon de 21 mois quand elle va aux toilettes ou quand elle le laisse à la crèche. On entendra pendant cette vidéo que je suis dans la salle en essayant de soulager un peu la détresse de l'enfant ainsi qu'une assistante de recherche qui se met à la porte pour qu'il ne coince pas les doigts en essayant de l'ouvrir. Sa mère, il faut savoir, reste juste derrière la porte avec un moniteur pour mesurer le battement de cœur et la respiration. Alors, je vais vous montrer la vidéo. Yeah, you did it! You did it! Difficile. Vous avez noté peut-être que j'ai écrit à nous que la mère que nous venons de voir a pensé que son fils était boulimique à 21 mois. Pourquoi? Alors elle, une mère célibataire victime de violence, traumatisée depuis sa jeune enfance, ne supportait pas la détresse de son fils. Elle, comme beaucoup de mères qui nous avons vues, pour se protéger, et peut-être aussi pour protéger son fils, s'éloigne de lui, et c'est ça qui augmente la détresse de son fils, qui pousse sa mère à se mettre à plus de distance de lui, jusqu'au point où il a tellement de détresse qu'il vomit. Il faut se rappeler que les souvenirs de toutes ces interactions difficiles se rassemblent pour contribuer à une représentation mentale de la relation qu'il a avec sa mère et qu'il va porter quand il sera parent. Et jusqu'à une intervention parent-enfant, cette mère n'a pas pu voir qu'elle jouait un rôle important dans cette scène clairement relationnelle. Mechtil Papušek, une chercheuse à Munich, appelle ce phénomène le cercle vicieux. Donc ça fait pas partie de ma famille non plus. Alors, qu'est-ce qui peut rendre la vie avec un enfant de moins de 5 ans aussi stressante pour un adulte traumatisé? D'abord, les très jeunes enfants, comme de nombreux adultes violents, ne peuvent pas suffisamment réguler leurs émotions ni leurs réponses comportementales et n'ont pas encore développé la capacité d'adopter le point de vue d'autrui. L'agressivité normale et l'impuissance d'un enfant liée à son âge
peuvent rappeler aux parents traumatisés la relation agresseur-victime et les effrayer. Puis, la frustration et la colère des parents traumatisés en réponse à leur enfant pourraient également constituer un rappel intolérable de la violence. Et finalement, un enfant, même nouveau-né, pourrait rappeler aux parents l'auteur des violences ou des mauvais traitements dont il a été victime par son apparence ou ses gestes. Ici, en pleine couleur, on voit notre protocole de recherche actuel à Genève. Les mères qui ont des enfants de l'âge de 12 à 42 mois sont recrutées par flyer distribués un peu partout, même à la micro, à Genève. Donc, s'il y a les nanos, voilà, on peut s'inscrire. Y compris au centre et au foyer pour les femmes victimes de violences. Tous les rendez-vous se passent en présence d'au moins un clinicien expérimenté et tous les rendez-vous sont filmés. Nous faisons d'abord, il y avait un pointeur, mais ça va. Oh, peut-être c'est là. Voilà. Ici, on fait des entretiens avec les mères pour voir ces représentations mentales, ces événements de vie et la réaction au stress. Et quelques semaines plus tard, on invite les enfants à venir avec les mères et on observe les interactions, y compris le jeu et les moments stressants, la séparation, la frustration parce qu'il faut ranger les jouets très vite et les enfants n'aiment pas ça, pas du tout. Et il faut aussi être exposé à la nouveauté qui est en forme de clown qui entre dans la pièce. Donc, après ou pendant ces observations, on mesure aussi les aspects physiologiques. Le cortisol salivaire, comme Alexandre d'ailleurs a parlé, est un hormone lié au stress, ainsi qu'on prend des autres prélèvements biologiques. Puis, pour les mères qui peuvent... Je n'aime pas ce truc. Les mères qui peuvent et qui voudraient participer dans l'étude imagerie, elles entrent dans le scanner et elles vont voir les images, que je vais parler de ça prochainement, de leurs enfants, les vidéos comme celles que nous venons de voir. Et puis, ce n'est pas du tout soutenu par un clinicien, mais il y a toujours un clinicien qui reste à côté du scanner dans la salle sous-jacente. Mais il y a après ça une séance de vidéo feedback. Et là, il y a un clinicien qui aide la mère, qui accompagne la mère pendant l'envisionnement des vidéos. Et je vais parler de ça aussi en plus de détails prochainement. On va suivre les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans et on va voir comment ils vont par rapport à l'agressivité et l'anxiété et évitement. Donc, jusqu'ici, qu'est-ce que nous avons trouvé? Je parle maintenant de mes études à New York. Il y a quelques analyses qui sont encore en cours, mais en gros, on a trouvé le suivant. En association avec la sévérité des symptômes de stress post-traumatique, les mères victimes de violences sont moins disponibles émotionnellement pour leur jeune enfant après avoir été stressées par la séparation. Puis, elles sont également moins disponibles pour s'engager dans le jeu après la séparation. Elles ont tendance à se représenter leur enfant en termes irréalistes, soit en termes trop négatifs et menaçants, soit trop idéalisés et complètement dénués d'agressivité, et dans les deux cas, comme plus âgés qu'ils n'est. On a aussi vu que les enfants ont plus de difficultés à réguler l'agressivité et à se sentir en sécurité 2 ans après l'étude originale.
Maintenant, parce que c'est la semaine du cerveau, et on a parlé du scanner, je voudrais, Dr. Vritichka a aussi parlé comment ça marche. Ici, on voit le même scanner presque avec une mère qui porte un masque qui a dedans un écran. Et c'est sur cet écran qu'elle peut voir les vidéos comme on vient de voir avec la mère et le petit de 21 mois. Dans ce projet pilote, 11 mères PTSD ont été comparées à 9 mères contrôle en regardant leurs propres enfants pendant un moment stressant de séparation versus un moment détendu de jeu. Et ici, ici, on voit les mères PTSD et ici les mères contrôle. Et ici, il y a la partie la plus basse du cerveau, la partie la plus primitive, en disant dinosaure, qui est la partie qui répond aux émotions les plus fortes. Et il y a le milieu du cerveau, il y a la partie la plus haute, qui est la partie pensante, disons civilisée. Alors, ce qu'on note ici, qui est très impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup d'activités neuronales qui se passent chez les mères PTSD là-bas, et rien de spécial ici en haut. Et par contre, pour les mères contrôle, il n'y a pas vraiment quelque chose qui se passe ici, mais il y a les choses intéressantes qui se passent ici, dans la partie corticale préfrontale. Donc, on pense que cette partie qui aide la réflexion, c'est surtout, qui a aussi montré Dr. Vritichka, qu'il y a la partie préfrontale, le cortex préfrontal, qui aide avec la réflexion. Et évidemment, il n'y a pas ça dans cette étude chez les mères PTSD. Pour ceux de vous qui préfèrent les graphiques aux tâches dans les images des cerveaux, ici on voit presque la même chose, parce qu'ici on voit les réponses des mères, un entretien qui suit le scan, et on voit ici les barres rouges représentent les mères PTSD et les barres en bleu représentent les mères contrôle. Et ici, on voit la réponse en termes de niveau de stress à l'image de séparation pour leur propre enfant versus l'enfant inconnu. Et ici, on voit les réponses des mères concernant le niveau de plaisir par rapport à leur propre enfant et l'enfant inconnu en réponse au jeu. Et c'est la même chose que les mères PTSD sont beaucoup plus stressées que les mères contrôle quand elles voient la séparation, soit de leurs propres enfants, soit des enfants inconnus. Et c'est intéressant aussi qu'elles se ressentent moins de plaisir qui est significative que les mères contrôle quand elles voient le jeu. Donc, si on pense que la partie dinosaure du cerveau est découplée de la partie pensante au moment de stress chez les mères traumatisées, comment est-ce que nous, les cliniciens, pouvons leur aider à entrer plutôt dans la mode affiliative et mutuelle? Une façon, c'est par soutenir la capacité pensante et mentalisante qui était déjà mentionnée. Juste pour définir un peu plus, la mentalisation est la capacité de penser aux pensées et aux émotions de soi et d'autrui, ainsi qu'à la motivation à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette intervention de vidéo-feedback dont j'ai parlé, qu'on appelle le CAVES, ou le Clinician Assisted Video Feedback Exposure Session? D'abord, on regarde, avant qu'on regarde les extraits vidéo,
les cliniciens et la mère se centrent sur le rendez-vous d'eux, les interactions mère-enfant, et le clinicien demande à la mère ce dont elle se souvient à propos de ce rendez-vous. Après, on montre plusieurs courts extraits, et un moment positif de réciprocité, un moment stressant, comme la séparation qu'on a vu, un moment de retrouvailles après la séparation, etc. Le visionnement en présence d'un thérapeute soutenant et mentalisant de la séparation en particulier confronte les parents à des émotions liées au trauma qu'il évite en général. Un entretien semi-structuré vise à soutenir et promouvoir la mentalisation suit. Et puis, le parent, ce qui est important, c'est le parent distingue ce qu'il est à lui-même à l'esprit de ce que peut avoir son enfant à l'esprit à un moment donné. Et statistiquement, nous avons déjà pu démontrer une réduction du niveau de négativité des mères quand elles décrivent la personnalité de leur enfant après les caves. Je voudrais juste mentionner un exemple. J'ai vu dans une étude à New York un enfant de 3 ans, un garçon qui s'appelait Kevin, qui était amené à la clinique de santé mentale en raison d'un comportement contrôlant et oppositionnel. Les cliniciens ont constaté une anxiété de séparation si sévère que sa mère, Madame V, ne pouvait ni aller seule aux toilettes à la maison, ni laisser Kevin au jardin d'enfants. Donc c'était un peu comme l'autre situation. Puis, quand Madame V, dans The Caves, regarde l'extrait vidéo, elle voit que Kevin s'agrippe à la jambe de sa mère et bloque la porte afin qu'elle ne puisse pas quitter la pièce comme la consigne le lui demande. Elle implore de la laisser sortir pour aller aux toilettes, juste pour 1 minute, s'il te plaît. Elle a un rire nerveux et se penche dans une posture impuissante et soumise. Après avoir regardé ce moment et avoir été priée par le clinicien de décrire ce qui se passait, ce que Kevin et elle-même ressentaient, Madame V change sa perception du comportement de Kevin. Avant le visionnement, il est perçu comme contrôlant, en colère, voulant que les choses aillent comme il veut. Mais après le visionnement, elle dit « Je pense qu'il était effrayé. C'était un moment effrayant pour lui. Il pensait que je n'allais pas revenir. » C'est elle, Madame V, une femme très intelligente et qui était le poster femme pour notre étude. Et quand on a posé la question, qu'est-ce qui a aidé Madame V à changer d'avis à propos de Kevin, de la colère à la peur, elle a dit que c'était de voir le visage et l'expression faciale de son fils sur la vidéo. Donc cette mère qui n'avait pas les capacités d'utiliser ses capacités d'intelligence fine et penser aux signes de son enfant, voit de nouveau son enfant réel à côté de l'enfant représenté dans sa tête. Donc je commence à résumer. Alors, Amy Arnsten, neurobiologiste américaine, nous dit le suivant. Comme nous sommes humains, nous ne pouvons pas nécessairement être affiliatifs, réflexifs et mutuellement régulants dans le feu de l'action. Nous devons interrompre la connexion entre notre cerveau pensant, le cortex frontal, et notre cerveau dinosaure, le primitif, limbique. Pouvons-nous réparer cette rupture par la suite? Je ne sais pas, elle ne fait pas partie de ma famille non plus. Finalement, la question, mon enfant peut-il me rendre fou? Il peut me rendre stressé au point que je ne peux plus penser oui. Si je ne suis pas traumatisé, j'ai en principe la capacité de réparer cette rupture dont parle Arnsten et de restaurer la régulation entre la partie primitive de mon cerveau et la partie pensante. Si je suis victime de violence et traumatisé, il est probable que je me sente comme si aucune réparation de la régulation mutuelle n'était possible. Je pourrais fort bien me sentir impuissant et comme fou.
Dans ces cas-là, nous, spécialistes en santé mentale des parents et des jeunes enfants, pouvons aider la famille et soutenir les capacités parentales ainsi que les besoins développementaux des enfants. Nous pouvons particulièrement bien aider les parents qui redoutent que leurs enfants vivent le même trauma que eux, ainsi que leurs petits-enfants. Donc, je voudrais remercier tout le monde à Genève et à New York qui a participé aux équipes de cette recherche, ainsi que ma famille, ma femme et mes 2 fils, et les gens qui ont subventionné les études. Et voilà ceux qui me rendent fou. Merci. Merci beaucoup, Dr Schechter. Je retiens l'anecdote. J'ai appris grâce à vous que j'avais une partie dinosaure dans mon cerveau. Je crois que j'ai enfin compris pourquoi nuit après nuit je fais ce même cauchemar. Je me fais mâchouiller par un tyrannosaure. Après, on s'étonne que j'ai une nature évitante. On va rentrer plus directement maintenant dans la partie débat. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Si jamais vous avez une question en particulier à propos d'une des recherches, peut-être mentionner le nom du chercheur, comme ça on lui donnera directement la parole. Il y a des micros de chaque côté de l'amphithéâtre, vous pouvez les appeler. Je me permets peut-être de poser une première question. On a vu ce soir, il était souvent question de comportement normal, de comportement anormal, sain, voire pathologique. Docteur Vertica, notamment, à un moment donné, vous parlez de relations affectives normales. Cette normalité, est-ce que c'est une normalité, je dirais, neurologique ou alors c'est une normalité culturelle? Ça veut dire, est-ce qu'un comportement évitant dans notre culture ne serait pas un comportement normal dans une autre culture? Donc, pour répondre à cette question, je dois admettre que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas ethnologue, je suis plutôt neuroscientiste. Donc, si moi je parle des mécanismes neuronaux normaux, je me réfère plutôt sur les circuits dans le cerveau. Donc, nous savons qu'il y a des activations dans certaines aires avec un taux dans un état normal et qu'il y a plus ou moins d'activité dans un état que moi je dirais anormal. Mais ça, c'est toujours lié aux activations cérébrales. Mais je pense que la relation entre la mère et l'enfant, c'est quelque chose qui est universel. Je ne dirais pas que c'est tellement différent dans les différentes cultures. Donc, je pense qu'on peut avoir des enfants évitants et des enfants anxieux partout dans le monde. Et qu'on pourrait les classifier d'une manière assez globale. Donc, on peut utiliser les mêmes tests pour toutes les cultures. Même s'il y a évidemment des petites différences, mais je dirais que c'est assez universel. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public. On a une question d'un monsieur ici. Oui, d'abord, je vous remercie pour vos exposés qui étaient extrêmement intéressants. Et juste une remarque au préalable, j'ai eu l'impression que vous démontriez, par le biologique, de manière donc tout à fait objective, que ce que la psychologie finalement a toujours dit. Et par rapport à l'importance de la relation de la mère et de l'enfant, enfin de l'éducation et des soins apportés aux enfants. Cela dit, enfin, j'ai travaillé pendant des années comme thérapeute et je ne crois pas à l'origine du traumatisme. Et il m'a semblé que dans vos analyses, vous vous approchez de cette idée-là, qu'il y a des traumatismes au départ vers lesquels il faut revenir, que nous essayons toujours de fuir, et nous sommes à la suite de s'entraîner dans des cercles vicieux qui font que rien ne se résout. Alors, j'abonde un petit peu dans ce sens, mais pas complètement, je vais vous dire, et je vous donne la raison pourquoi, c'est qu'il me semble plutôt que les personnes qui sont traumatisées n'ont pas l'expérience du plaisir, et n'ayant pas l'expérience du plaisir, elles ne savent comment le retrouver et n'ont pas de sens pour le retrouver. Si bien qu'on peut tourner indéfiniment autour du traumatisme sans pour autant éveiller le sens du plaisir. Et j'ai l'impression que s'il y a des mesures de résilience à apporter,
elles doivent s'orienter là-dessus. Comment permettre de la résilience, c'est-à-dire du plaisir à l'attachement quand les attachements ont été blessés? Saisissez-vous-en. C'est vrai qu'il a été beaucoup question ce soir d'événements déclencheurs. On a parlé de stress, on a parlé de traumatisme, on a parlé de ce genre de choses. Mais je ne suis pas sûr qu'on a vraiment abordé en fait la question de la résolution du problème, qui est une question plus psychiatrique, peut-être plus psychanalytique, etc. Mais on peut éventuellement en parler maintenant. En fait, peut-être une autre façon de dire les choses, c'est on voit une empreinte neuronale, parce qu'il a souvent été question de ça, si je ne m'abuse, jusqu'ici, c'est-à-dire il y a une réponse neuronale à éventuellement un stress ou à un traumatisme, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour le résoudre? Docteur Vertica, peut-être en premier. Oui, alors peut-être je peux prendre la parole. Professeur Dayer, oui. Oui. Bon, là, vous posez la question vraiment des méthodes ou thérapeutiques qui pourraient potentiellement agir dans le cas, disons, d'un traumatisme précoce. Je crois que c'est une vaste question, hein. Il y a beaucoup d'outils thérapeutiques qui peuvent être utilisés. Par rapport à la réversibilité, hein, qui est au centre de votre question, donc comment on peut revenir en arrière ou corriger, je crois que j'ai essayé de vous montrer à travers ces quelques illustrations issues de l'expérimentation animale que les choses sont à la fois déterminées et à la fois elles ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir intégrer ces deux notions. C'est qu'il y a des contraintes claires biologiques qui sont données par un héritage génétique et puis par les expériences multiples, hein, et déterminantes. On a pu voir à travers l'exposé du docteur Schechter que le trauma de la mère peut avoir une influence, mais comme je vous l'ai dit, il y a également des études qui vont plus tôt, qui regardent à l'influence prénatale, donc à tous les stades du développement, on voit qu'il y a des influences environnementales qui sont possibles. Et donc, on réalise aussi que le développement est long et qu'il y a évidemment des fenêtres particulières de vulnérabilité, mais qu'il y a aussi des capacités extrêmement importantes de plasticité dans le système. Et il y a beaucoup d'études animales, en fait, qui vraiment arrivent à démontrer que des traces neuronales au niveau cellulaire ou au niveau moléculaire peuvent être modulées par des expériences ultérieures. Et on peut tout à fait imaginer que l'expérience thérapeutique dans un cabinet, donc à l'âge adulte, est une expérience évidemment correctrice qui va utiliser des modes de plasticité différentes que ceux qui existaient dans la période plus précoce, mais que fort heureusement on conserve, et c'est l'espoir des thérapies, des capacités de modification de nos circuits. Maintenant, comment le faire? C'est une question évidemment éminemment thérapeutique, et je crois que il y a toute une série d'outils et de relations thérapeutiques qui permettent de rejouer les relations précoces dans certains cas, ou d'adresser le problème de la régulation émotionnelle dans d'autres cas. Enfin, voilà, c'est une question vraiment très ouverte, mais je crois que on a à travers la génétique et les études animales, parfois l'impression que les choses sont très déterminées, que cette construction de ces réseaux cérébraux que je vous ai montrés sont sous le contrôle d'un patrimoine génétique, ce qui est le cas. On n'a pas tous les mêmes cerveaux, on n'a pas tous les mêmes capacités de régulation émotionnelle, donc on ne part pas tous avec le même organe, et on ne fait pas tous face aux mêmes expériences précoces. Donc je crois que ce qui est vraiment le message central, c'est qu'on est tous uniques, et que la relation thérapeutique est aussi unique avec le thérapeute dans cette régulation. Donc, voilà, c'est une partie de la réponse. Je ne sais pas si Dan, Docteur tu veux... Schechter, peut-être quelque chose à ajouter? Juste bref, qu'il ne faut pas sous-estimer la plasticité et la joie d'avoir un bébé. Que le bébé, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe quand on a un bébé dans les bras. Tout peut se changer. Donc ça c'est vraiment important. Il y a une fenêtre, une ouverture pour changer les générations des difficultés. Juste là, pendant une période critique, pendant les premiers mois, les premières années. Donc je pense que c'est très important de ne pas être trop pessimiste.
D'accord, merci pour ce message d'optimisme en tout cas. D'autres questions? Un Oui. monsieur là-bas, oui. Voilà, c'est une question que j'aimerais adresser au deuxième intervenant de la soirée, je crois, Dr Vertica, c'est ça? Alors, vous avez montré en fait les personnes, donc les images à l'IRM, des personnes qui étaient soumises à des images à fort contenu émotif, des images assez violentes. Oui. Et vous avez dit qu'il leur a été donné comme instruction le fait de supprimer leur stratégie de ne pas faire appel à leur stratégie de suppression. C'est bien ça? Donc on leur a dit de ne pas utiliser la suppression. De ne pas utiliser. Oui. Voilà, c'est là où j'aimerais poser ma question. Comment est-ce que c'est d'abord facile de faire en sorte qu'ils n'utilisent pas cette stratégie puisqu'ils l'ont? C'est une partie constituante de leur personnalité. Oui. Et comment c'est une simple instruction que vous leur donnez ou c'est que ça demande quand même un petit apprentissage? Donc c'était une étude qui était un peu plus complexe. Donc il y avait 3 différentes conditions. Il y avait 2 stratégies de régulation et une condition avec sans régulation. Donc on a demandé aux participants soit de supprimer leurs émotions, soit d'utiliser une stratégie cognitive qui s'appelle la réévaluation. Donc essayer de repenser ce qui est dans les images et de moduler leurs émotions, par exemple en diminuant l'impact négatif. Et aussi de juste regarder les images comme si c'était une scène de la vie. Donc c'était ça en fait. On ne leur a pas explicitement dit de ne pas utiliser la suppression, on leur a dit d'expériencer les émotions le plus naturellement que vous pouvez. Et c'est là où on a trouvé ces activations très fortes dans tout le cerveau. Donc je pense... On leur a expliqué tout ça, on a fait des exercices avant de les mettre dans le scanner, donc je pense qu'ils ont très bien compris ce qu'on voulait. Et oui, je pense que donc, cette manipulation, elle a bien marché. C'est bien possible d'utiliser ce type de manipulation dans les différents types d'attachements. Je pense que ce n'est pas une contrainte méthodologique au départ. Merci. D'autres questions? Madame, au premier rang. On vous apporte le micro. Merci. Je voulais savoir si vous aviez fait des études sur les enfants dont les mères travaillent ou les enfants qui ont leur maman à la maison. Parce qu'il est bien évident qu'avant, les enfants étaient élevés par leur mère, leur grand-mère, leur tante. Il y avait toujours quelqu'un dans la famille, dans leur entourage. Alors que maintenant, l'enfant est seul. À la maison, souvent avec la mère qui travaille, puisque le père maintenant devient de plus en plus inexistant. Hein. Il fait 3, 4, 5 mariages. Je suis le prototype même de ce que vous décrivez. Voilà. D'ailleurs, jamais chez moi. Jamais. C'est pas la peine de vous vanter. Et alors, l'enfant, en plus... on a déjà discuté sur le congé maternité. On pense donner un congé paternité au lieu d'allonger le congé maternité de la mère. Et ce qu'il faudrait voir avec les pouvoirs publics, puisque vous faites des expériences, pour savoir pourquoi on doit donner son enfant au bout de 3 ou 4 mois à une personne qu'on ne connaît pas la plupart du temps. Et les hommes vous disent que c'est normal, vous devez emmener votre enfant à une nounou, c'est très très bien, ils se sont très bien chez la nounou, alors que je ne connais aucun homme capable de donner le volant de son Audi neuve ou de sa BMW neuve à une inconnue. Ah non mais je confirme, moi je la prête à personne. À des inconnus. Oh, vous avez raison. J'aimerais savoir, dans vos tests, à quel âge vous pensez qu'un enfant a acquis une autonomie suffisante pour pouvoir se séparer de la mère, comme en Suède ou dans les pays nordiques, où on trouve des congés maternité de 3 ans. Ça éviterait peut-être tous les schizophrènes là, qui envahissent la planète. Et ça devient catastrophique. Donc alors, en fait, Madame, psychologue derrière chaque enfant. Je résume votre question. En fait, il s'agit de savoir si les séparations dans le monde actuel entre la mère et l'enfant, qui se déroulent généralement au bout de 4 mois, parce que les mères travaillent, produisent
produisent plus d'enfants insécures que d'enfants sécures. Alors, docteur Schechter. Oui, c'est une question très, très importante et très compliquée. Et il y a déjà des études aux États-Unis, il y a le National Child Care Study qui a été mené par professeur Belsky, qui est maintenant à Londres. Et ce qui est ressorti de cette étude, c'était vraiment que ce n'est pas la quantité de temps, c'est la qualité de temps qui prime. Si vous ne croyez pas les scientifiques, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc, si c'était vous, c'était bien qu'on reste tout le temps avec vous pour avoir une enfance merveilleuse. Mais si vous étiez une mère déprimée, stressée, qui avait envie de travailler, qui était démunie, ça, c'est pas bien un bon environnement pour les jeunes dont Alexandre d'ailleurs a parlé. Et c'est probablement pas idéal. Il est mieux d'avoir 30 minutes les soirs qui sont vraiment de bonne qualité, consistantes, que toute une journée avec quelqu'un qui est vraiment déprimé ou stressé. Mais par contre, il faut aussi penser au développement, comme vous dites, que par l'âge d'environ 6 mois, il y a l'attachement dont parlait le Dr. Vritichka, qui est établi dans le sens que c'est sélectif. Par l'âge d'environ 6 mois, l'enfant sait si quelqu'un est vraiment inconnu et si quelqu'un peut porter facilement. Donc, si on voudrait avoir plus de possibilités pour l'attachement, c'est bien d'avoir les grands-parents, les tantes, la fratrie, tous soigner l'enfant, y compris les jardins d'enfants, les crèches. Mais si on préfère d'avoir les attachements très sélectifs, on choisit plutôt une personne, 2 personnes. Donc il y a les choix. Accessoirement, je rebondis sur ce que vous avez dit, madame. Il a souvent été question des relations mère-enfant ce soir. On n'a pas tellement parlé des relations père-enfant. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est moins important pour le développement émotionnel de l'enfant ou alors non? Oui, non? Pour nous, non. D'accord. C'est le plus important. Non, mais c'est vrai que... En fait, on a raison de ne pas rentrer à la maison le soir. Donc. Donc, je pense au travail d'Elisabeth Fiva à Lausanne qui montre que toutes les relations sont importantes, mais il y a surtout une relation assez différente entre la mère et le bébé, et le père et le bébé. Et il y a la mère et le père. Et il y a le triangle, les triades, qui est ainsi que la fratrie et les grands-parents. Donc il y a plusieurs systèmes qui sont importants et il ne faut pas oublier un de ces systèmes. D'accord, merci beaucoup. On a une plusieurs questions là. Moi j'en ai une ici. Ah, attends, je vous vois pas. J'ai le micro. Voilà, premier rang, merci. Ça serait en fait une question plutôt basée sur la liberté personnelle. Durant mes nombreuses lectures en psychologie, surtout freudienne, j'ai pu constater que beaucoup de traumatismes beaucoup de traumatismes extérieurs aux relations et à l'environnement pouvaient développer certaines choses chez l'enfant, par exemple un dégoût d'ananas, n'importe quoi. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on a vraiment une liberté dans le sens où tout ce qui nous entoure nous forme, psychologiquement parlant? Par exemple, j'ai un traumatisme, j'ai peur des crocodiles, tout le monde qui aura ce traumatisme aura peur des crocodiles, ça ne dépend pas de moi. Et est-ce que ces traumatismes et ces expériences psychologiques, ce ne sont pas elles nos vraies libertés, plutôt que libertés qu'on pense que j'ai le choix de faire ça, alors qu'en fait j'ai des prédispositions à faire autre chose que ce que je pourrais faire normalement. Par exemple, boire de l'eau au lieu de boire du thé froid. J'ai des prédispositions à boire de l'eau au lieu de boire du thé froid parce que j'ai des idées reçues sur le thé froid, par exemple, de mon père, de ma mère, des amis. Et dans ce cas-là, est-ce que la liberté est quelque chose qu'on s'invente ou quelque chose qui est réel? Grave question philosophique, qui veut y répondre, docteur Dayer? Je crois que vous posez une question qui est assez centrale, c'est que dès qu'on est dans une perspective scientifique où on cherche à expliquer des facteurs qui vont déterminer quelque chose, on est forcément dans une forme de déterminisme.
C'est-à-dire que quand on va étudier, comme je vous ai montré, l'influence de l'anxiété maternelle par rapport à tel génotype et voir quelle va être son influence sur un paramètre, par exemple de régulation émotionnelle, on va être dans une logique quelque part déterministe, où on va vouloir attribuer à ces facteurs-là un rôle causal. Et donc, si on pousse à l'extrême ce raisonnement, on va forcément aboutir à l'idée qu'on est complètement déterminé dans notre psychologie et dans notre réactivité à des événements. Et évidemment, ce n'est pas le cas, dans le sens que je crois que le psychisme humain est très complexe et qu'il y a, jusqu'à preuve du contraire, une place au libre arbitre et au changement. Et que c'est ça un peu toute la magie du système, c'est que en même temps, il y a une biologie, c'est-à-dire que tout ça se produit à l'intérieur d'un cerveau avec une série de connexions qui ont été établies, et en même temps, il y a une propriété émergente qu'on ne comprend évidemment pas, et qui fait qu'on a la possibilité, on le ressent en tout cas intensément, subjectivement, la possibilité d'avoir un libre arbitre et de modifier notre destin, dans le bon sens, lorsqu'on cherche une aide thérapeutique dans le cas d'un traumatisme. Et il n'y aurait pas de thérapie ou de vision thérapeutique s'il n'y avait pas au centre un libre arbitre, en tout cas, sensation forte d'un libre arbitre. Donc, je crois que votre question est très intéressante dans ce sens-là. Merci. Je crois qu'on a une question au premier rang. Madame, je t'en prie. Oui. Merci. J'ai deux questions. Docteur Dayer, j'ai trouvé l'étude d'adoption très intéressante. D'abord, est-ce qu'il y a des études qui ont regardé des moments différents après la naissance du bébé, avec le but de voir jusqu'à quel moment une adoption avec un haut niveau de maternage peut rendre une fille au maternage. Puis, est-ce que ces études sont applicables aux parents humains qui adoptent des enfants? Tout à fait. Alors, vous avez raison. Moi, je trouve ces études tout à fait intéressantes conceptuellement, même si, évidemment, elles comportent des limitations translationnelles, dans le sens que c'est des études qui sont réalisées chez nos cousins les rats, et nous sommes évidemment beaucoup plus complexes qu'eux. Mais cela nous donne des informations très intéressantes, et justement, cette étude d'adoption, je crois, nous permet vraiment de voir l'influence de ce comportement maternel. Alors, pour répondre à votre question, ces animaux peuvent être étudiés à différents temps développementaux, et ils ont été étudiés à différents temps développementaux. Ce qui apparaît central, c'est qu'il y a une période critique, en tout cas dans cette espèce, où le comportement maternel va agir pendant, disons, la première ou deuxième semaine environ, et, disons de la période postnatale, comme on dit, précoce. Donc c'est une période où il y a une relation très intense, comme chez l'être humain, une période d'allaitement, une période de contact physique, de proximité physique. Et cette période-là va en fait, quelque part, agir en programmant, si vous voulez, cet axe du stress, comme je vous ai dit, et programmer aussi quelque chose de très intéressant, c'est finalement le comportement maternel futur. Et on a pu voir dans les études que certaines régions cérébrales qui sont nécessaires pour cette programmation du comportement maternel, quelque part, étaient modifiées très tôt à travers ces interactions. Donc maintenant, pour transposer dans la deuxième partie de votre question aux études d'adoption humaine, le processus humain est beaucoup plus long. Je veux dire, élever un enfant, c'est de nombreuses années. Je veux dire, on en a jusqu'à l'adolescence et même bien plus tard après. Donc, il y a tellement d'étapes que c'est difficile de répondre et de vraiment transposer ça. Mais je crois que ça, disons, nous donne le message très important, c'est que la génétique qu'on reçoit chez un enfant adopté, c'est une chose, et qu'il y a très clairement l'influence des parents, et je crois que c'est important de sortir du tout génétique, même si il est très important.
Voilà. En fait, il y a une étude, au moins, il y a plusieurs études qui montrent que les orphelins qui sont mis dans des différents programmes, soit qui sont adoptés dans les familles individuelles, soit qui sont mis dans les programmes comme les centres pour les enfants qui sont constants, vont beaucoup mieux et vont meilleur que les enfants qui restent à l'orphelinage, naturellement. L'étude de Zina a montré ça avec plusieurs effets sur le comportement, le développement, la physiologie, le développement du cerveau. Ça retourne à la question que vous avez posée ici, que c'est pas que la qualité, c'est aussi le programme. Et en fait, il y a les programmes qui marchent meilleur que les autres, les familles adoptives qui marchent meilleur que les autres. Merci beaucoup. D'autres questions? J'ai plusieurs. Alors peut-être madame. Bonsoir. Vous parliez de l'impact donc de la mère sur les filles, donc positif ou négatif. Et oui. qu'en est-il des garçons? Vous dites voilà, oui, donc là au début vous parliez. Voilà, donc la programmation, si vous voulez, ou disons l'influence sur la réactivité au stress, elle est à la fois étudiée chez les filles et les garçons. Donc là, c'est des animaux à la fois féminins et masculins. Maintenant, ce qui était intéressant dans ces études, c'est regarder si à la génération suivante, on allait pouvoir voir un effet. Du coup, le comportement maternel était important. Donc effectivement, les choses sont étudiées dans les deux sexes et avec des variations qu'on observe parfois entre les deux sexes. Donc voilà. Attendez le micro, madame. Merci. C'est un professeur derrière, je pense aussi, que je dois adresser ma question. Quand est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'il y a toujours un espoir de redresser, disons, un mauvais maternage pendant déjà avant la grossesse, on ne peut pas changer grand-chose. Mais disons, les comportements pour un enfant sûr, ou sécure, ou pas sécure, est-ce qu'ils sont tous condamnés dès le départ, ou par leur vie, ou par leur vécu, ou par les soins qu'ils ont reçus, à une vie carentielle, émotivement, ou est-ce qu'il y a toujours de l'espoir, comme les ratons qui ont été adoptés et qui ont fini par avoir le comportement souhaité? Ouais. Mais alors, je pense qu'il y a toujours une dimension d'espoir et qu'il y a toujours la possibilité de modifier des représentations, de modifier et d'agir sur la régulation émotionnelle à plusieurs niveaux. Je crois que c'est un peu ce que le docteur Schechter vous a montré à travers ses interventions de vidéo feedback. C'est vraiment de pouvoir travailler dans des situations là, de traumatisme pour pouvoir modifier des représentations. Le docteur Schechter parlait du passage de la colère à une autre vision de détresse. Et je crois que les modèles animaux confirment ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des possibilités de revenir et de corriger les choses. Maintenant, évidemment, plus l'intervention est faite précocement, c'est toujours une logique développementale, le plus ça sera efficace. Donc je crois que c'est pour ça que c'est si important de pouvoir, disons, offrir aux enfants des interventions très précoces, parce qu'il y a une grande littérature, en fait, dans le champ de la psychiatrie, que je connais, la psychiatrie adulte, qui montre qu'il y a vraiment disons, un rôle dans les traumatismes précoces, dans le risque pour des troubles plus tardifs, des troubles de l'humeur ou de l'anxiété. Donc je crois qu'il y a une réversibilité, ça oui. Et peut-être pour terminer, pour répondre aussi à votre intervention, madame, concernant cette question importante, crèche ou pas crèche, séparation, à quel âge doit-on ou peut-on faire ça? Je crois que ce qui est surtout très important, c'est de pouvoir poser la question à la mère. Et c'est-à-dire que la mère doit se sentir en harmonie avec la solution qu'elle trouve. Et je crois que si la mère, pour
dans son contexte donné, choisit cette solution-là, son niveau de stress à elle sera plus bas, et on sait qu'une mère qui est moins stressée va forcément avoir une communication et des interactions qui sont bénéfiques et pouvoir être à l'écoute de son enfant. Une mère qui va pas pouvoir retrouver son équilibre professionnel et qui sera dans une situation où l'enfant la rend folle parce qu'elle a, pour des raisons qui lui appartiennent, des difficultés à faire face à la détresse de son enfant, va forcément, même si, dans ce que vous évoquez, elle a jusqu'à 3 ans la garde complète de son enfant, ça peut être délétère pour la régulation. Donc, chaque situation est différente et dépend en fait de la mère, du père et de l'équilibre complexe familial au sens large. Donc, je crois qu'on ne peut pas faire des généralités, vous voyez, et chaque cas doit être évalué, et surtout, il faut pouvoir permettre aux mères de trouver la solution qui leur est la meilleure. Non, on ne demande pas, je crois qu'il faut demander déjà aux deux, aux pères et aux mères. Et puis, il y a beaucoup de demandes de mères de trouver des places en crèche qui leur permettent de trouver une bonne adéquation entre leur vie professionnelle, leur vie familiale. Et puis là... Il nous reste du temps pour une ou deux questions. Madame, je vous en prie. Oui, bonsoir. J'avais une question plus pour le docteur Vritsika. Vous avez parlé du rôle de l'ocytocine dans l'attachement. Oui. Et on sait que cette hormone est vraiment extrêmement présente lors de l'accouchement spontané et puis lors des premiers temps de l'allaitement. Oui. Et je voulais savoir s'il y avait des études qui avaient montré une différence dans les types d'attachement chez les femmes qui ont accouché par exemple par césarienne, donc sans sécrétion d'ocytocine et sans allaitement, par rapport à d'autres femmes dans des situations d'accouchement spontané. C'est une question très intéressante et moi je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études. Donc, comme vous dites, il y a maintenant beaucoup d'accouchements qui sont induits artificiellement par l'administration de l'ocytocine dans les mères. Et il serait tout à fait intéressant de regarder si ça change l'attachement avec l'enfant. Mais une chose que je dois dire, c'est que si on administre l'ocytocine d'une manière intraveineuse, il y a très peu de cette ocytocine qui peut pénétrer le cerveau parce qu'il y a cette blood-brain barrier qui est très restrictive. Donc, toutes les études... Une barrière dans le cerveau, c'est ça? Oui, donc... oui. Donc, toutes les études qui ont été faites avec l'ocytocine chez l'humain ont été faites en fait par un spray nasal. Parce que là, on sait qu'il y a une concentration qui peut atteindre le cerveau. Donc, personnellement, je dirais que tous les effets périphériques ne devraient pas influencer d'une manière trop importante les mécanismes qui se passent dans le cerveau. Donc, ça dépend toujours, je dirais que ça dépend plutôt à la concentration de l'ocytocine dans le cerveau qui est due aux processus différents. Donc, je distinguerai les deux. Mais je pense qu'on pourrait mener plus d'investigations sur ce thème. Merci. On va prendre une dernière question, s'il y en a une. Madame en orange tout là-haut, attendez, on va vous apporter un micro. Bonsoir. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur, je ne vous ai Merci, pas vu. Alors, merci. désolé, madame. Merci de m'accorder audience. J'aimerais savoir si la déficience en vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, etc., provenant des parents, peut-elle provoquer un amoindrissement de la santé mentale de l'enfant? Est-ce que vous voulez essayer de préciser votre question, monsieur? C'est-à-dire? Par exemple, un enfant né de parents... qui ont des déficiences en différents... Déficiences en différents oligo-éléments, sels minéraux, vitamines. Des parents mauvais. Ça veut dire qu'ils ne fixeraient pas ce qui leur vient de l'alimentation ou le fixeraient mal? C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que le cerveau se forme aussi grâce à ces oligo-éléments, ces vitamines, etc. D'accord. À mon avis, c'est pas anodin. Donc, s'il est en carence, si les parents sont carencés, l'enfant va-t-il porter des traces de cette carence? Messieurs. Alors, je vais répondre. Docteur Daguerre, je vous en prie. Écoutez, j'ai pas en tête des études précises sur une vitamine particulière ou un oligo-élément particulier. Par contre, c'est clair qu'il y a des études épidémiologiques
qui ont été faites dans les cas de famine. Donc c'est une situation beaucoup plus extrême, mais où il y a réellement un apport clair de nourriture qui manque pendant la grossesse. Et puis là, effectivement, dans ces situations-là extrêmes, donc il y a eu des grandes familles en Irlande ou dans d'autres pays qui ont été recensés, où on a observé, on a fait, disons, des études épidémiologiques sur le risque de maladies psychiatriques. Vous parliez de la schizophrénie, mais il y en a d'autres. Et là, effectivement, c'est une mauvaise chose, comme on peut bien s'imaginer, d'être dans une situation carencée pendant la grossesse. Et là, il y a des données claires qui sortent par rapport à cette question de la malnutrition. Et comme il y a d'autres facteurs qui ont été mis en évidence, on pense à... ça sort de votre question, mais il y a des... facteurs comme des infections virales pendant la grossesse, toute une série de facteurs qui interviennent. Donc là, c'est vraiment une question médicale. Je ne peux pas répondre précisément sur un oligo-élément, mais par rapport à une situation de famine, oui, c'est une mauvaise chose pour le devenir psychique à long terme. Merci beaucoup. Madame en saumon, orange, saumon. Allez. Attendez, on vous apporte le micro, voilà. Ça sera plus simple pour tout le monde. Ok, d'accord. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur les études de René Spitz, qui, en somme, a dit à un moment donné que lorsque l'enfant perdait la mère, à supposer par exemple que la mère meurt au moment de l'accouchement, ou pendant les 6 premiers mois, qu'il y aurait cette dose d'insecurity dont vous avez parlé, mentale, etc., mais qu'il y aurait aussi également des dégâts au niveau psychomoteur. Est-ce que, en cas d'adoption d'un membre de la famille ou que sais-je, il y a une possibilité dans le cadre de cette plasticité dont vous parlez de réguler cela? Je crois que le docteur Schechter a très envie de répondre. Je vous voyais opiner du chef, alors... Donc c'est vrai que c'est très important à penser à 2 choses, au développement, à l'individualité des situations. Donc le développement, c'est très compliqué. Donc Charles Zina, par exemple, et son équipe à Nouvelle-Orléans qui ont étudié cet échantillon des orphelins en Roumanie, ont montré qu'il y a quelques pistes, quelques fils du développement qui s'améliorent avec une bonne famille d'accueil. Et il y a des autres fils qui ne vont pas si bien. Et indiscriminate behavior, par exemple, difficulté à discerner qui est une bonne personne peut-être qui peut mettre l'enfant en danger, ça ne disparaît pas. Donc il faut toujours faire attention avec ces enfants après un certain âge, parce qu'il y a les périodes critiques. Mais il y a aussi la variabilité entre les enfants. La psychomotricité, la motricité peut bien sûr améliorer avec les soins, comme le langage. Il y a les enfants, les orphelins qui paraissent autistes. Ce n'est pas un vrai autisme, c'est un pseudo-autisme qui est une manifestation d'un trouble d'attachement, et ça disparaît avec les soins d'une bonne famille d'accueil. Donc, si c'est assez tôt, c'est important. Alors, on va terminer sur cette note d'espoir. J'aimerais tous vous remercier d'être venus ici ce soir, c'est très gentil. Remercier les organisateurs, l'Université de Genève et le Centre interfacultaire des neurosciences, et bien évidemment nos conférenciers que vous pouvez applaudir. Merci beaucoup, bonne soirée.